Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'informatique quantique. Cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie expliquera le fonctionnement théorique de l'informatique quantique, ainsi que ses avantages et ses inconvénients, et la deuxième partie expliquera comment écrire un code pour un ordinateur quantique grâce au langage Q#. Pour commencer, nous allons voir de manière simple le fonctionnement d'un ordinateur quantique. Un ordinateur basique, tel le vôtre, fonctionne en langage binaire. Il traite des informations qui ont deux états possibles, 1 ou 0, et que l'on appelle bits. Pour effectuer des opérations avec ces données, il va utiliser des portes logiques que sont la porte NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR et XNOR. Ces portes logiques sont des composants réels d'un ordinateur qui permettent de traiter les informations binaires pour envoyer un résultat. Pour un ordinateur quantique, les choses sont différentes. On ne parle plus de bits mais de qubits. Un qubit a trois états, soit 1, soit 0, soit les deux en même temps. En réalité, un qubit est un système à deux états, tel un bit, mais qui est assez petit pour être atteint par les règles de la mécanique quantique, lui permettant une superposition d'états et ainsi un troisième état. Pour pouvoir effectuer des opérations avec des qubits, on utilise des portes logiques créées à cet effet. Il existe de très nombreuses portes logiques en informatique quantique. Par exemple, la porte de Hadamard permet de mettre à l'état de superposition le qubit entrant. Si vous voulez découvrir les autres portes quantiques, je vous laisse un lien qui est référencié en description de cette vidéo. D'un point de vue performance, quels sont les résultats d'un ordinateur quantique ? Pour le savoir, nous allons comparer un ordinateur basique à un ordinateur quantique. Si on prend un registre de 4 bits pour un ordinateur basique, on trouve 16 états possibles. En revanche, si on prend un registre de 4 qubits pour un ordinateur quantique, on se rend compte qu'il peut être dans une superposition de ces 16 états. De manière schématique, être dans 16 états à la fois permet de faire 16 calculs en parallèle. Maintenant, si on prend un registre de 5 qubits, il serait en superposition de 32 états et pourrait faire 32 calculs en parallèle. En règle générale, si on prend un registre de n qubits, il permet d'aller 2 exposants n fois plus vite que son équivalent classique. D'après les estimations actuelles, un ordinateur quantique avec un seul registre de 20 qubits aurait la puissance d'un ordinateur normal. Avec 40 qubits, on serait au niveau du plus gros ordinateur qui existe, et avec 100 qubits, on serait 1 milliard de fois plus puissant que le plus gros ordinateur qui existe. Mais les ordinateurs quantiques sont limités malgré leur puissance, car ils ne peuvent sortir qu'un résultat à la fois. Par conséquent, ils ne peuvent être utiles que pour certains problèmes bien spécifiques. Par exemple, pour trouver la décomposition en facteur premier d'un nombre, il existe un algorithme quantique très efficace qui permet d'effectuer nettement moins d'opérations qu'un algorithme classique, tel vous pouvez le voir sur ce graphique. Cet exemple n'est pas anodin, car calculer les facteurs premiers d'un nombre permet de décrypter un chiffrage RSA. En résumé, les ordinateurs quantiques sont extrêmement puissants, mais bien moins polyvalents que les ordinateurs classiques. Aujourd'hui, le plus gros ordinateur quantique est le D-Wave 2000Q, avec 2000 qubits. Malgré que très controversé car il ne repose pas sur un système quantique classique mais de type adiabatique, bien plus limité en capacité de calcul, il est le seul avec ses prédécesseurs à être disponible à l'achat pour les grandes entreprises. Pour la suite de cette vidéo, utilisez le lien en description de cette vidéo ou sur le repo GitHub qui vous permettra d'installer le langage Q#. Une fois sur le site de Microsoft, allez dans la catégorie Getting Started. Suivez le tutoriel qui vous permettra d'installer le langage en question. Une fois fait, vous choisirez un langage que vous utiliserez en quelque sorte pour compiler et utiliser le langage Q#. Personnellement, je vais utiliser du C#. D'ailleurs, je stipule que je suis sur Linux et que ce tutoriel peut bien évidemment être fait sur Windows. Maintenant, vous allez créer le dossier qui permettra de programmer en langage Q# grâce à cette commande-ci. La commande est .NET new console-lang Q#-o et le nom du dossier. Voilà. Une fois ce dossier créé, allez dans le dossier. Je vous conseille d'ouvrir ce dossier avec votre éditeur de code favori. Il sera bien plus simple à utiliser. Nous allons maintenant pouvoir commencer à programmer en quantique. Je vous conseillerais juste avant d'installer l'extension, si vous utilisez Visual Studio, Q#, qui vous permettra de mieux vous retrouver dans votre code. Personnellement, je l'ai déjà installé. Nous allons maintenant écrire un petit programme en quantique qui nous permettra tout simplement de compter sur un nombre de qubits qu'on choisira, par exemple une centaine, le nombre de qubits qui auront l'état 1 et le nombre de qubits qui auront l'état 0. Tout simplement. Et le programme n'est pas aussi simple que l'on peut penser parce qu'en fait on doit utiliser pour coder en quantique uniquement les portes logiques du quantique. Bon. Nous allons tout simplement faire un petit programme, nous appelons une petite fonction, nous allons appeler par exemple test, qui va prendre comme paramètre donc le nombre de qubits qu'on veut rentrer, qui sera bien sûr un int, et qui renverra comme résultat un int. Voilà. Nous allons bien sûr créer une valeur qui nous permettra de savoir par exemple le nombre de 1 que l'on aura compté, donc on va l'appeler num1,
et bien sûr qu'on set à 0. Nous allons avoir besoin d'un qubit pour faire notre expérience et notre comptage. Donc pour ça, on va déclarer un qubit qu'on va appeler qubit, je pense. Tout simplement. Bien. Alors, nous allons déjà parcourir on va créer une boucle qui va parcourir, bon je vais l'appeler test, je m'embête pas vraiment sur les noms. On va parcourir de 1 jusqu'au nombre qu'on donne, on compte. Voilà. Et dans cette boucle, nous allons utiliser maintenant des portes quantiques. Donc nous allons commencer déjà par la porte H. Alors que fait la porte H? La porte H, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre un qubit, et elle va le mettre dans un état de superposition. C'est-à-dire si le qubit est à 1 ou si le qubit est à 0, elle le met dans l'état 1 et 0 en même temps. Comme on l'a pu voir dans la vidéo tout à l'heure, parce que je vous ai présenté cette porte. Nous allons maintenant regarder un peu quelle est la valeur de notre qubit. On peut pas directement faire si le qubit est égal à 1. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'en réalité, un qubit ne vaut jamais soit 1, soit vraiment 0. Il est soit plus proche de 1, soit plus proche de 0. Pour savoir quelle est la valeur d'un qubit en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mesurer en quelque sorte. Pour ça, on a une porte qui permet de le mesurer. Donc on va donner par exemple un résultat qu'on appelle res. Donc bien sûr, oui. En informatique quantique, quand on programme en quantique, on ne peut pas déclarer de variable int par exemple comme ça. Une variable int n'existe pas. Donc on déclare tout de cette manière avec le mot-clé let. Alors, nous allons créer une variable res. Donc m, donc là on va utiliser une porte m pour ça, qui va nous permettre de savoir l'état du qubit. En fait, ce que va faire la porte m, c'est qu'elle va mesurer le qubit, et si ce dernier est plus proche de 1, à ce moment-là, elle renverra la valeur 1, et si le qubit est plus proche de la valeur 0, à ce moment-là, elle renverra la valeur 0. Voilà. Maintenant que nous avons ça, nous allons tout simplement comparer notre valeur. Donc si res est égal à 1, qui est un mot-clé, à ce moment-là, nous allons tout simplement additionner plus 1 notre valeur num1. Donc 7 num1 est égal à num1 plus 1. Et nous allons bien sûr retourner notre valeur. Return notre valeur bien sûr qui est num1 ici. Okay. Donc cela est fait, il ne manque plus qu'à appeler notre fonction. Donc c'est vraiment très simple. C'est ici à la place d'appeler notre fonction helloQ qu'on avait avant qui juste écrivait le message hello. On va appeler notre fonction test. Et bien sûr lui donner une valeur, donc par exemple on va lui donner une centaine de qubits. Et on récupère un résultat, on ne fait pas qu'attendre à la fin. Résulte. Puis on va afficher bien sûr un résultat, pour savoir un peu combien on a de qubits qui sont égaux à 1 dans une population de 100 qubits. Bien. Nous pouvons maintenant lancer le programme. Ah, nous avons une erreur. Rapport CS 14. Donc plus simulation sans de résultat. Oui, pardon, excusez-moi. Voilà, c'est pour ça. Ok. Alors ça peut arriver, c'est tout simplement que, en quelque sorte, on a eu un stack overflow du quantique, ce qui peut arriver à des moments. Souvent, il faut juste relancer, parce qu'après tout, c'est quelque chose d'assez instable, qui n'est vraiment pas du tout fait pour notre machine en général. Alors là, donc, nous avons le résultat 51, donc nous avons à peu près 51 qubits sont égales à la valeur 1, ou la valeur 0, je ne sais plus ce qu'on a écrit, à la valeur 1, c'est ça. Et en général, ce chiffre n'oscille pas vraiment, on est vraiment quelque chose d'assez stable autour de 50, voilà, 55, 56, etc. Voilà. Donc ça, du coup, c'était pour faire une opération simple sur des qubits. Après, nous avons d'autres opérations possibles que nous pouvons faire. Par exemple, nous avons une opération qui est x. Donc, par exemple, si je fais la porte x d'un qubit, le résultat sera l'inverse de la valeur du qubit. C'est-à-dire qu'imaginons par exemple que le qubit est égal à 1, à ce moment-là, le qubit sera égal à 0. S'il est égal à 0, il sera égal à 1.